Thierry Linder et David Hubert, bonjour. 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 Merci infiniment d'avoir accepté de partager votre expérience sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Alors aujourd'hui, on va parler technologie, compétences, métiers de l'IT et aussi nouvelles technologies. Et avant tout, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement? Thierry, vas-y. Mais volontiers. Thierry Linder, j'ai un rôle de directeur général de la société Uditis, société informatique, de services informatiques qu'on propose auprès de sociétés romandes. Uditis a rejoint, c'est une société de 23 ans aujourd'hui, et Uditis a rejoint le groupe Secotech en début 2022. Alors moi, David Hubert, je suis l'équivalent de Thierry, directeur général de la société DBI Services, que j'ai co-créé avec trois de mes collègues en 2010. Et donc je gère l'entreprise, et puis depuis 2020, on a créé le groupe Secotech, au sein duquel Uditis nous a rejoints, ainsi qu'une société zurichoise qui s'appelle Exo. Et puis notre idée, c'est de créer une petite confédération, on va dire, comme sur le modèle suisse, de sociétés qui puissent agréger leurs talents et leurs prestations pour proposer un périmètre vraiment end-to-end au niveau de tout ce qui est IT pour les sociétés en Suisse. Donc je vous reçois aujourd'hui tous les deux parce que justement vous avez réorganisé, en tout cas, ou rassemblé plusieurs entreprises avec plusieurs compétences pour offrir des services encore plus larges, si je comprends bien. Tout à fait. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir proposer un peu un espèce de one-stop shop pour pouvoir couvrir un peu tous les besoins que peut avoir une société dans l'IT, en vraiment amenant les talents de différentes sociétés ensemble, et surtout une approche commune. Donc la culture entre les sociétés au sein du groupe, elle est super importante. Et puis là, on a eu, je pense, un bon match entre Uditis et DBI, par exemple. Alors, on parle beaucoup de digitalisation. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire et de quoi parle-t-on quand on se dit transition digitale pour les entreprises? C'est un terme qui est très utilisé, qui est très courant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de définitions, il y a plusieurs niveaux de précision par rapport à ce terme-là, mais l'approche que moi je pourrais définir le plus simplement possible, c'est finalement toute démarche ou action qui serait initiée pour améliorer l'efficience d'un processus d'une entreprise en utilisant de nouvelles technologies. C'est une bonne définition, tu veux la compléter? Non, non, non. Le seul point, et puis ça je sais qu'on est aligné là-dessus avec Thierry, c'est que les gens ont toujours tendance à penser vraiment du coup outils, et on oublie des fois l'aspect humain dedans, dans la définition. Donc ça c'est important, mais je crois que c'est bien résumé. Alors justement, l'aspect humain, est-ce qu'au niveau de la maturité digitale des entreprises, on en est où en Suisse? Est-ce qu'il y a un changement des mentalités qui s'est vraiment opéré ces dernières années? Enfin, quel est un peu votre ressenti? C'est assez variable, hein. On en discutait, ça dépend de la taille de la structure. Ça dépend, par exemple, si c'est une structure qui est sur plusieurs pays. Les cultures des différents pays vont forcément influer. Il y a donc la taille qui joue. Et puis, effectivement, il y a un peu des changements. Il y a un aspect générationnel. Nous, on a le siège qui est basé dans le Jura. Et puis, on voit dans le Jura, il commence depuis quelques années une transition des entreprises familiales. Et puis, c'est des générations qui ont, comme nous, grandi avec l'outil informatique. Donc, pour eux, c'est plus naturel, cette démarche de digitalisation, alors que peut-être une génération avant, c'est plus un grand risque ou une grande inconnue. Donc, ouais, il y a aussi un changement qui est lié à cette transition générationnelle. On constate au travers des contacts que l'on a très régulièrement avec nos clients, c'est que finalement, il y a deux axes qui permettent ou qui font que les sociétés doivent évoluer au niveau de leur maturité digitale. C'est des axes marchés, c'est-à-dire c'est des externalités qui font qu'ils ont une pression qu'ils doivent faire évoluer par rapport à la concurrence, par rapport aux opportunités qu'ils peuvent leur offrir. Et puis cet axe générationnel, c'est plutôt des transmissions d'entreprises ou des générations on va dire, plus jeunes qui viennent avec des mécanismes qui sont déjà innés pour eux, en fait. Donc, avec Secotech, enfin DBI et Uditis et au travers du groupe Secotech, on s'est rapproché aussi d'une démarche qui a été faite à la HES à Neuchâtel,
où le but du projet européen qu'ils ont mené était de mesurer finalement la maturité digitale des entreprises. Ça s'appelle le Digital Arc Hub. Et c'est assez intéressant parce que finalement, en s'appuyant sur une méthode, on va dire, académique de l'Université de Saint-Gall, on arrive à essayer de trouver finalement quel est son niveau de maturité par rapport à une norme qui n'est encore pas forcément aujourd'hui clairement établie. Et on voit qu'il y a beaucoup de diversité en fonction des marchés, en fonction de la taille des clients, en fonction de leur maturité. Quels sont selon vous les plus grands défis pour vraiment aller dans cette digitalisation, ou quels sont les freins des entreprises? Il y en a plusieurs, j'imagine. Moi c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que je disais avant, c'est l'humain. C'est-à-dire on ne peut pas venir et imposer à quelqu'un de maintenant ce que tu fais depuis 10 ans, on va te le digitaliser, tu vas passer sur cet outil. Il faut impliquer les gens. Il faut qu'ils soient... faut pas qu'ils subissent le changement, il faut qu'ils soient acteurs du changement. Donc ça, c'est le plus gros défi. Comme tout changement, on dit toujours l'humain et le changement sont pas grands amis. Par défaut, on va dire non, et puis après on va dire peut-être, et puis finalement on dit c'est pas si mal. Donc c'est important d'amener l'humain dedans. Ça, c'est pour moi, je pense, le plus gros facteur. Ouais, je partage tout à fait l'avis de David, c'est qu'on est des sociétés technologiques, on manipule des nouvelles technologies au quotidien, et on voit que finalement le frein, il n'est pas dans ce domaine-là. Le frein, il est dans l'adoption de ces technologies et des conséquences qu'il va avoir sur les organisations, sur les personnes, et on arrive forcément à la gestion du changement. Et la gestion du changement est un problème en général qui est quelque part vraiment difficile à adresser. Est-ce qu'on n'a pas du coup deux vitesses, c'est-à-dire que les technologies qui vont très vite et qui sont adoptées par d'autres pays, par exemple, et puis le temps que les entreprises prennent un peu plus, celles qui sont traditionnelles, on va dire, qui ont des savoir-faire un peu plus traditionnels. Est-ce qu'il n'y a pas deux vitesses? Est-ce qu'il y a un danger là-dessus ou... Je pense pour répondre à la question, oui, il y a un danger, oui, il y a deux vitesses, mais je pense qu'il y a toujours eu deux vitesses, en fait, quelles que soient les évolutions technologiques. On n'est pas dans un virage technologique ou disruptif, comme on veut peut-être le croire, ou qu'on nous laisse croire aujourd'hui, par exemple, avec l'IA. Mais finalement, en étant dans ces technologies depuis plus de 20 ans, on constate que tous les 3-4 ans, voire 5 ans, il y a un message disruptif qui nous annonce un changement majeur dans tout ce qui va nous arriver. Puis au final, on constate que, certes, c'est des changements, mais il faut plus les voir comme étant des évolutions sur lesquelles on va les adopter plus ou moins rapidement avec cette problématique de vitesse à savoir quand c'est qu'on veut prendre le train, finalement. Est-ce qu'on veut être en tête de train? Est-ce qu'on veut être en queue de train? Et puis malheureusement, le train passe. Si on n'a pas pris le train, on sait ce que ça peut donner. C'est que malheureusement, ça peut avoir des conséquences pour l'entreprise ou pour la personne morale. Oui. Puis des fois, ce train, en tout cas dans le monde du digital, du numérique, est souvent mené par les GAFAM ou les gros acteurs du digital. En Suisse, on a tendance à utiliser bien évidemment des outils qui viennent de ces pays-là et qui vont vite et qui ont un fort taux d'adoption. Comment est-ce qu'on fait un petit peu la différence? On parle aussi de souveraineté numérique. En fait, est-ce qu'on peut se passer des GAFAM quand on parle de digitalisation ou pas? On peut toujours tout, mais ça dépend ce qu'on cherche à atteindre, ça dépend des moyens qu'on a derrière. Je pense que la réalité actuellement, c'est se passer totalement des GAFAM. C'est pas simple, ça a un coût significatif en termes purement financiers, mais aussi en termes d'agilité, de fonctionnalité pour les utilisateurs, d'intégration. Parce que c'est toujours plus simple si on utilise des outils relativement proches, qu'on va travailler avec ses partenaires pour pouvoir s'intégrer, pour justement pouvoir digitaliser les processus avec nos fournisseurs, avec nos clients et ces choses-là. Donc ça reste assez compliqué. On parlait un peu avant de deux vitesses, c'est un peu une réalité en fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la recherche en Suisse, on est toujours très à la pointe, très rapide. Il y a le PFL qui fait beaucoup de choses autour de l'IA, par exemple. Mais les entreprises, traditionnellement, sont un peu plus conservatrices. C'est-à-dire, même si on parle du cloud, la Suisse n'a jamais été un pays qui est un early adopter, contrairement à d'autres pays. Et ce décalage-là fait que des fois, le train il est un peu passé. Au niveau globalement, au niveau européen, même si on veut vraiment maintenant concurrencer les GAFAM sur essentiellement le cloud et la collaboration, c'est difficile parce qu'ils ont une telle avance, ils ont des moyens qu'ils ont mis en place qui sont énormes. Il y avait l'Europe qui avait à un moment donné un projet de cloud Andromède, je crois, qui
qui a finalement périclité, ils veulent un peu le relancer, mais voilà, c'est très compliqué quand même. Donc, je pense qu'il faut choisir ses combats. Je ne suis pas sûr que de vouloir entièrement s'en passer soit forcément une bonne décision. Les utiliser intelligemment, c'est plutôt la meilleure approche. Peut-être poser ses conditions. Ouais, savoir dans quel cas on l'utilise, pour quelles données on l'utilise, comment, et puis surtout le gérer. Pour peut-être compléter ce que dit David, je pense que le pire, c'est d'avoir des positions dogmatiques dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, par dogme, de dire qu'on ne va pas utiliser des technologies mondiales ou de GAFAM parce qu'on se doit d'avoir des technologies locales, a beaucoup de risques. Et je pense que ce n'est pas la bonne approche. Au même titre que d'avoir le dogme de dire que finalement on doit utiliser exclusivement les données ou les services des GAFAM ou des grands providers du marché est dangereux aussi. Par contre, d'avoir une approche orientée service, fonctionnalité, coût, risque, et puis de trouver les bonnes solutions avec peut-être les bonnes configurations des services pour se prémunir d'un certain nombre de risques, est probablement la meilleure des approches. Un peu la voie un peu suisse finalement, un peu la voie médiane, quoi. Vous avez tous les deux des profils techniques. Vous faites aujourd'hui du management. J'ai envie de vous demander pourquoi. Bonne question. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Ouais. Où c'est que ça a bugué? Bonne question. Bon, alors, à titre personnel, ça a plus été une évolution naturelle qui s'est faite avec le temps, sur la base de certains nombres d'opportunités. Je pense qu'on est, et probablement que tu vas partager le même avis, c'est qu'on est orienté solution. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à chercher des solutions pour nos clients techniques, mais finalement, la technique n'est qu'un moyen, c'est un des outils. Ce qui est intéressant, c'était d'être en communication, en collaboration avec des personnes. Et puis finalement, la transition s'est faite entre être en communication avec des personnes clientes, externes, vers finalement une gestion, une coordination de clients internes, les collègues. Comme ça que j'expliquerai cette voie-là, en fait. Ouais, c'est assez similaire. C'est venu, je pense, pour tous les deux aussi un peu par opportunité. On se retrouve dans une situation où il fallait que quelqu'un prenne un peu certaines responsabilités ou aussi prenne un peu d'autonomie. Donc il y a des choses comme ça qui se sont faites. Et puis à un moment donné, au-delà de la technique, on s'intéresse aussi à l'humain, à la transmission. Moi, cette année, j'ai fêté par exemple les 10 ans d'un collaborateur dans notre société que j'ai eu comme stagiaire il y a 10 ans et qui maintenant est un de nos technology leaders. Et ça me génère autant de satisfaction et de plaisir que quand je fais de la technologie. Donc c'est aussi cette voie-là qui s'ouvre à nous quand on va un peu vers le management et vers cette direction-là. Il y a peut-être aussi cette volonté d'aller vers la complexité. C'est beaucoup plus simple de vendre une solution technique que d'avoir une solution humaine. Ça, c'est vrai. Donc là, on ne va pas vers le plus simple. Alors Thierry, j'ai lu que tu avais déclaré faire cohabiter la technologie et l'humain pour conserver notre avantage concurrentiel. Oui. En fait, qu'est-ce que ça veut dire et comment on y parvient? Bonne question. Alors, on cherche à y parvenir parce que je pense qu'on n'y parviendra probablement jamais. C'est une quête d'une adéquation entre finalement l'équilibre humain et les technologies. Et aujourd'hui, on le constate au quotidien, c'est que le changement devient permanent. L'humain, par définition, n'est pas très ouvert, en tout cas par défaut, n'est pas très ouvert au changement. Et tout ce côté humain, donc cette problématique de gestion du changement dans les défis que l'on a, ce soit à l'interne ou vis-à-vis des solutions qu'on peut proposer, cette composante humaine est très importante. Et puis pour nous, elle est primordiale, dans le sens qu'on essaye d'intégrer les conséquences organisationnelles et humaines dans tous les projets que l'on déploie, parce que ce serait se voiler la face que de dire qu'on peut digitaliser sans rien changer et sans conséquences humaines, que ce soit dans notre propre organisation ou dans les solutions que l'on propose à nos clients. C'est dans cet esprit-là. Comment est-ce que vous voyez justement cette cohabitation homme-machine dans les années à venir? Et puis je prends par exemple IBM qui a annoncé 7600 emplois qui seront remplacés par l'IA. On va où? C'est un défi et il faut toujours voir l'IA. Maintenant, c'est, on va dire, une petite révolution. On en a connu d'autres, comme le disait Thierry, notre métier. Le défi, il est humain parce qu'en fait, ça va toujours dépendre de ce que l'humain va avoir l'intelligence d'en faire de cet outil. L'IA, ça reste un outil, ça a été créé par l'humain. Et puis, est-ce que l'humain saura utiliser ça de manière intelligente ou pas? Est-ce que ça va être purement pour profit maximum? La RTS a fait récemment
un reportage sur ça où il montrait en Chine les graphistes, par exemple, qui ont beaucoup de mal à trouver maintenant des emplois. Alors, est-ce que voilà, c'est vraiment orienté profit-gain ou est-ce que c'est orienté plutôt gain dans le sens amener des choses plus innovantes, plus intéressantes, plus créatives? Mais là, c'est l'humain qui doit guider, qui doit l'utiliser comme un outil. Donc ça va vraiment dépendre de l'intelligence qu'on a à en faire. La petite bonne nouvelle, moi, j'ai trouvé sur le sujet, parce que ça génère beaucoup de peur, hein, c'est que c'est quand même une des premières fois qu'au niveau européen, on se met d'accord pour mettre en place un espèce de moratoire et définir des règles communes d'utilisation de l'IA. Et on a réagi assez vite. On a souvent tendance à réagir assez lentement. Là, on a réagi assez vite. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais ça va dépendre si on est intelligent pour les faire de la bonne manière. Moi, généralement, j'ai un peu une posture un peu naïve, optimiste. Quand je vois ce qui se discute aujourd'hui au niveau de l'IA, on est face à une évolution ou révolution, on verra, technologique, comme tu l'as dit, David. Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est systématiquement, on la met en opposition à l'humain, en fait. C'est bien contre le mal, c'est le gain contre la perte. Et je veux dire, certes, c'est une évolution, mais moi, je la vois plus comme étant un allié et finalement une aide à en faire quelque chose de bien. Après, mais bien évidemment, lorsqu'on a une aide, toute technologie qui nous a été mise à disposition pour nous aider, on en a fait du bien comme on a pu en faire du mal. On a plein d'histoires qui le démontrent. Et moi, je préfère plutôt la voir comme étant un appui, finalement une aide sur lequel il faudra qu'on prenne les bonnes opportunités pour saisir cette aide correctement. Est-ce qu'au sein des équipes, de vos collaborateurs, j'imagine qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. Quelles ont été les réactions? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place justement pour voir comment dessiner la collaboration avec l'IA? Alors nous, on a une population très technique, donc forcément, ils sont plutôt enthousiastes, ils sont plutôt réceptifs à ça. Je sais que chez nous, par exemple, il y en a beaucoup qui sont amusés à faire des blogs sur est-ce que ce que je fais au quotidien peut être fait, par exemple, par ChatGPT, et on fait des comparatifs autour de ça. Et c'est assez intéressant parce qu'on voyait aussi encore, justement, où est la valeur ajoutée de l'humain. Là-dedans, on voyait les différences. On voyait aussi où on peut gagner sur des choses, finalement, où on a une valeur ajoutée à écrire plein de lignes qui peuvent être faites par autre chose. Donc, non, ils sont assez curieux et plutôt enthousiastes. Et puis après, comment on va l'intégrer? Ça, c'est justement tout notre défi. On a déjà des outils dans nos portefeuilles de services qui se prêtent bien à cette intégration-là. On a un outil qui s'appelle OMRun qui fait du data quality. Là, l'IA peut être un vrai levier pour cette partie-là, parce que des données, il y en a de plus en plus à traiter. Donc, non, il y a des choses intéressantes à faire. Comment ça va transformer le métier d'informaticien? Bonne question. De nouveau, je pense que l'IA ou ce sujet actuel va transformer les métiers de l'informatique comme les métiers de l'informatique ont été transformés ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'un nouvel outil va nous permettre de pouvoir jouer un peu à d'autres jeux. On va retrouver notre place, on va devoir chercher la place de cette technologie pour nous permettre de pouvoir avancer plus vite, plus loin dans d'autres sujets. Donc je pense que je le vois plus comme étant une évolution. On est dans des métiers qui évoluent énormément et très rapidement. Donc je pense que c'est pas un défi particulier. Et je ne le vois pas forcément comme étant une montagne à gravir que nous n'avions pas vue par le passé. C'est un col de plus et puis il faudra prendre une gourde pour passer, se désaltérer et puis la digérer. Puis pour moi, c'est un peu... Finalement, c'est un peu une continuité, on en parlait. Il y a encore quelques années, quelques décennies, finalement, un informaticien, il était fait de quoi? Il était fait de ses hard skills. Voilà, il maîtrisait l'outil informatique, il allait changer des plateaux dans les disques durs, etc. Maintenant, nous, quand on explique qu'on forme des experts, être expert, c'est être aussi fort en hard skills qu'en soft skills. Ça, c'est une évolution qu'il y a eu. C'est-à-dire d'être capable justement de traduire des besoins, par exemple, métiers, en solutions techniques. Et ces soft skills vont juste devenir encore plus importants. Donc il y a un peu ce shift de hard skills pur, vraiment très technique, vers du soft skill où on est capable de traduire, d'échanger avec son client, d'amener la plus-value, de lui expliquer d'où elle vient cette plus-value, de lui expliquer pourquoi cette solution. Et c'est un peu ce changement-là qui va continuer en fait avec l'IA. Ce qu'on constate aussi, c'est que ça va très vite.
Est-ce qu'il y a de la formation continue que vous mettez en place au sein des équipes? Est-ce qu'on est plutôt avec des auto-entrepreneurs, autodidactes qui, comme un tout bon geek qui se respecte, va chercher l'information et se forme? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place? Alors, je peux parler peut-être sur ce qui est en place chez Auditis. Chez Auditis, historiquement, tout ce qui est nouvelle technologie, on est plutôt dans l'autodidacte où finalement on suit les technologies que l'on propose à nos clients et par la relation qu'on a avec les éditeurs, les constructeurs, par ces échanges que l'on a régulièrement, on reçoit en fait finalement ces informations par ces canaux qui sont déjà établis depuis de nombreuses années. Donc on a parlé de virtualisation il y a 15 ans, on a parlé de big data il y a 5-10 ans, maintenant on a parlé de containerisation, puis maintenant on a trop de données, il faut qu'on puisse les traiter, on parle d'IA. Mais finalement, ces canaux sont établis et il y a beaucoup d'autodidactes. Vous avez des... Pardon, tu voulais rajouter? Non, mais chez nous aussi, alors c'est un mélange. Il y a effectivement nos experts qui se forment en testant, de toute façon, en mettant les mains dedans, c'est la meilleure manière. Par contre, on investit beaucoup là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a à peu près l'équivalent de 15% de notre chiffre d'affaires qui est investi en temps et en moyens pour que les gens puissent se former. Donc, ils ont régulièrement des temps en interne pour justement mettre les mains dans les nouvelles technologies, les tester, jouer avec, etc. Et il y a un dernier point qui est super important, en tout cas, je pense, dans nos métiers, c'est la transmission. C'est-à-dire, un geek, on va dire, qui apprend une techno, c'est fantastique. Mais si, de nouveau, il est capable de la transmettre à ses 5 ou 6 collègues, c'est là qu'il y a la vraie valeur. Donc, on a par exemple des events 2 fois par an où on présente ce qu'on a justement testé, ce qu'on a regardé à nos collègues, on échange là-dessus. Et cette notion de transmission, elle est très, très, très importante. Est-ce que vous pensez qu'on assiste aussi à une nouvelle interaction entre l'homme et la machine? Le fait que, à titre d'exemple, ChatGPT, on pose des questions et elle nous répond dans notre langue. On a vu aussi que Microsoft sortait Copilot, donc on n'a plus besoin d'aller faire des formules Excel, mais on demande d'avoir un résultat. Est-ce que ça va encourager les gens à utiliser les outils? Est-ce qu'on casse cette barrière d'apprendre à savoir utiliser Word et Excel? Je pense que ça change un peu l'accessibilité à l'outil informatique. C'est-à-dire qu'avant, pour quasiment tout, il fallait vraiment un informaticien. Et là, de plus en plus, les end-users, ou ce qu'on appelle des fois un peu les power users, peuvent être en autonomie. Et ça shift un peu notre métier. C'est-à-dire qu'on ne va plus forcément faire du support bureautique, mais par contre, on va faire du support sur l'infrastructure qui est derrière, ou sur l'approche, des choses comme ça. Donc, il y a un shift qui se fait. Ça change un petit peu, mais ça change plus pour le end-user, l'accès à l'outil informatique, ça le simplifie. Nous, derrière, c'est comme le cloud. Le cloud, à la fin, il faut qu'il y ait quand même des serveurs derrière. On parle de serverless, c'est fantastique, mais à la fin, il y a quand même des serveurs derrière, des machines qui doivent tourner, qui doivent fonctionner, qui doivent communiquer, etc. Donc, notre métier, il reste. C'est l'accès à l'outil qui change un petit peu pour les utilisateurs. On constate un déplacement finalement des services qui étaient nécessaires de fournir aux différents utilisateurs, services bureautiques, ce genre de choses, vont devenir une commodité. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, comme le dit David, c'est vraiment un déplacement finalement. Ce qu'on peut voir au travers de cette phase visible de l'iceberg, finalement, c'est qu'il y a toute la partie invisible de l'iceberg. C'est-à-dire que pour rendre cette commodité disponible à tous les utilisateurs, les infrastructures derrière deviennent de plus en plus complexes et engendrent plus en plus de compétences nécessaires à pouvoir les paramétrer, les faire évoluer ou les rendre finalement commodes aux utilisateurs finaux. Donc on a un déplacement. Est-ce que ça augmente aussi les processeurs et puis la bande passante? Pardon, je ne donne pas les bons termes, mais l'IA est très gourmande en tout cas pour fonctionner. Est-ce que vous avez eu des demandes des clients? Est-ce que du coup ça change des infrastructures? Est-ce qu'on doit s'organiser encore différemment? Ça change, mais l'IA on parle souvent dans notre domaine de on-prem et de cloud. L'IA va être plus naturellement sur le cloud. Je m'imagine très peu de systèmes IA on-prem où vraiment on a besoin d'avoir des serveurs et d'augmenter sa puissance, etc. C'est aussi l'intérêt du cloud. On va pouvoir scale up et scale down très rapidement à la demande en fonction de ce qu'on a. Donc ça change. Ce qu'il va falloir bien intégrer par contre, et c'est un peu sur le domaine du cloud, ce que les gens sont en train de réaliser, c'est la notion de coût par contre. Ça va être quelque chose à calculer et à bien superviser.
Si on prend le sujet de la partie compute, je pense que là, on est vraiment dans ce que dit David. On ne le constate pas parce que finalement, c'est du service qui est mis à disposition par les gros acteurs du marché du cloud. Par contre, il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui va probablement être le prochain bouleversement ou prochain sujet de discussion. C'est la notion de quantique, en fait. Où là, on bouscule pas mal de choses parce que finalement, on arrivera à faire des choses qu'on n'est plus capable ou n'est pas capable de faire aujourd'hui en termes de sécurité, en termes de compute, vraiment de performance. Mais je pense que là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, mais c'est peut-être un sujet qui est un peu jeune pour l'instant. Oui, on se réjouit de voir. Parce qu'ils sont très beaux, les ordinateurs quantiques. Est-ce que vous avez des demandes de la part des clients aujourd'hui beaucoup plus orientées sur l'IA? Est-ce que ça a dégagé comme une tendance et une demande qui est de plus en plus présente? Où on est encore, finalement, on en parle beaucoup, mais il y a peu de choses qui se font. Aujourd'hui, en ce qui concerne nos clients d'infrastructure, parce qu'on a des clients qui sont plutôt IT et des clients qui sont plutôt orientés besoins en solutions online, lorsqu'on est du côté infrastructure, ça reste un buzzword sur lequel, finalement, il n'y a pas beaucoup de questions par rapport à ce sujet-là. Au niveau applicatif, c'est des technologies qui vont s'insérer dans les applications. Donc elles vont être fournies en tant que service, donc c'est quelque chose qui va arriver naturellement avec le temps. Mais il n'y a pas aujourd'hui on ne constate pas de demande particulière par rapport à ça. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez augmenté vos services ou intégré ces nouvelles technologies dans les services que vous proposez, ou vous y pensez et c'est en cours de développement? C'est plutôt ça, on est encore en phase exploratoire de voir quel endroit et comment l'intégrer, soit dans les outils qu'on propose, soit dans l'approche service. Dans la partie pure infrastructure IT, comme Thierry disait, pour l'instant, avant l'IA, c'est plus les thématiques cloud qui commencent à devenir une vraie réalité. C'est là où il y a aussi ce deux temps, c'est-à-dire que, entre guillemets, médiatiquement, le cloud n'est plus un buzz. Mais la réalité, c'est que c'est maintenant qu'il est vraiment en train d'aller en production en Suisse. C'est là où je disais que la Suisse n'est pas forcément toujours le pays le premier à adopter, ce qui a de gros avantages aussi. Donc c'est plutôt ça la réalité. Le deuxième gros chantier que nous on vit actuellement, c'est l'automatisation. Ça, c'est vraiment un gros pôle où là, on a énormément de demandes. L'IA, nous, comme nos clients, on est plus encore en phase exploratoire. Il y en a qui en font déjà. Vous avez notamment vous un client, tu me disais, qui en font déjà beaucoup. Mais c'est pas la majorité encore. Donc c'est là aussi il y a un décalage entre le buzz un petit peu médiatique ou de ce qu'on parle et de ce qu'on recherche et de la réalité d'implémentation en production. Je partage, nous on se dote de compétences IA pour pouvoir proposer des services ou des logiciels qui puissent s'appuyer sur ces nouvelles technologies. Mais c'est en phase de croissance, de développement, c'est pour l'instant, c'est encore pas vraiment mature. Par contre, on hérite aussi de solutions logicielles sur lesquelles on s'appuie depuis de longue date, qui, elles, les embarquent de plus en plus. Donc, on va les utiliser au quotidien au travers d'un héritage, en fait. Qui sont intégrés, déjà dans les services. Ouais. Après, le challenge, c'est que ça va très vite. Ouais. Et ça, c'est notre challenge, c'est que nous, on doit être prêts quand tout d'un coup, ils vont dire, bon, maintenant, il faut y aller. Et ça, c'est notre défi à nous, quand on parlait avant de formation et autres. Voilà, ça, c'est là où c'est extrêmement important, parce que nous, on devrait être prêts quand les clients décideront de vraiment aller de manière plus massive de l'avant dans ce domaine-là. Ouais. Vous arrivez à trouver des compétences dans vos domaines? Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés en Suisse? Est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce qu'on a bien adapté les formations pour répondre aux besoins du marché? Aujourd'hui, alors bien évidemment, on parle d'un marché qui est très sec, donc on ne peut pas dire qu'il y a pléthore de propositions, mais aujourd'hui, on ne rencontre pas de problème majeur à engager et à supporter notre croissance des sociétés. En termes de formation, alors c'est vrai qu'on doit chercher le bassin de recherche s'étend de plus en plus. Avant, c'était très local, au travers de l'école technique ou l'école polytechnique locale, et puis finalement, c'est un circuit un peu fermé. Puis maintenant, on est plutôt devenu un peu plus global, on est régional. Et puis maintenant, on constate que pour trouver des personnes, il y a des personnes qui sollicitent des postulations qui viennent même de l'international. Donc on voit que ça se tend. Maintenant, en termes de formation, c'est toujours un peu la même chose. Je pense que
l'école a son propre rythme, comment dire, les programmes scolaires ont leur propre rythme, qui n'est pas du tout aligné au rythme des évolutions technologiques, mais ça a toujours été le cas. Donc on participe à essayer de les faire évoluer. Et puis au niveau du groupe, on essaie de travailler aussi sur cette partie-là, mais je pense que tu peux en parler. Après, nous, DBI, on a une situation un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on va souvent couper l'IT un peu en 3 couches. L'IT traditionnel, le logiciel, et puis ce qui se passe un petit peu dans une zone grise au milieu. Thierry et Udity sont plutôt dans la couche en bas et en haut, et DBI, nous, on est dans cette couche du milieu, donc justement cette complémentarité pour tout couvrir, mais la couche du milieu, on a pas mal de mal à trouver du monde, pour différentes raisons. L'IA, le développement de soft, développer maintenant quelque chose sur Android, la BI, ça parle beaucoup plus aux jeunes à l'école. Donc c'est un peu difficile de rendre nos métiers un peu plus intéressants, comme par exemple la base de données. Et puis effectivement, au niveau cursus scolaire, on a un peu les parents pauvres à passer des cursus qui sont vraiment juste survolés. Donc là, nous, on a des partenariats avec pas mal d'écoles, notamment la HESSO, à Neuchâtel, où en fait, en fin de cursus, les étudiants ils peuvent venir gratuitement suivre 5 ou 6 de nos cours. On appelle ça la Data Academy. Pendant 3 semaines, l'été, on met nos référents à disposition, les supports de cours gratuitement. On prend entre 5 et 6 étudiants sur postulation. Et puis, au bout de ces 3 semaines de cours, ceux qui sont intéressés peuvent passer un entretien. Et après, on enchaîne avec ce qu'on appelle le Route programme, où pendant 2 ans, on va les former, on va leur faire passer des certifications, et puis on va élargir leur cercle d'autonomie étape par étape, pour qu'au bout de 2 ans, on ait vraiment des gens totalement autonomes au sein. Donc, on travaille avec les écoles dans ce sens-là, et puis on essaye d'être complémentaires justement dans la formation, mais on sait que sortis d'école, on trouve des jeunes motivés, on trouve des jeunes très bons, mais que pour nos métiers à nous, ça prend encore 12 à 18 mois pour qu'ils soient vraiment autonomes et totalement utilisables et prêts pour nos métiers en fait. Est-ce que vous arrivez à recruter des femmes dans vos domaines? Très compliqué. On arrive, on en a. Ouais, on en a. Mais je veux dire, quand vous allez dans une classe à l'école et que vous voyez 2 femmes pour 50 garçons, c'est la même réalité que nous, après, on a en termes de volume de candidatures. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Comment on pourrait accélérer le mouvement? C'est un vaste débat. Nous, on a une collaboratrice, Elisa, qui est la responsable de notre équipe Oracle à Nyon, qui est très investie là-dedans. Elle a coaché récemment une jeune pour lui montrer un peu ce que c'était son métier, etc. Et je pense que c'est le meilleur moyen, c'est ça, c'est de leur faire découvrir nos métiers, de leur expliquer, casser le mythe qu'un informaticien, c'est forcément un barbu qui a son coca à côté de l'ordinateur jusqu'à 2 h du matin. Avec une tranche de pizza, ouais. Et il faut un peu casser cette image, mais on en a, on a aussi chez nous vous aussi, je crois que vous aviez une apprentie. Nous, on a une jeune aussi là qui était dans ce programme de formation depuis 2 ans. Donc on en trouve, mais il faut générer de l'intérêt et puis un peu casser l'image qu'on peut avoir dans nos métiers. Je ne sais pas à quel niveau ça doit se faire, mais probablement fin du cycle scolaire 2, il y a un peu de marketing à faire sur ces métiers, en fait, je pense. Sans savoir à qui doit le faire, mais je pense que là, il y a peut-être un problème d'orientation. Un petit peu tout. Je ne sais pas si vous avez suivi sur Netflix, il y avait une série sur les échecs. Oui. Avec la grand-maître américaine qui allait battre les Russes. Elle était un trait, ça. Et derrière ça, il y a eu tout un engouement sur les échecs en ligne. Et puis je me disais, mais si on arrivait en fait à travers la culture à casser justement ces clichés, voilà. Peut-être la RTS pourrait faire ça. Ouais, alors nous, ça va être chaud au niveau du budget. Netflix, par contre. On est assez pour. Mais c'est vrai que les séries références sur les technologies que j'ai en tête, les protagonistes, c'est généralement des jeunes garçons. Oui, avec souvent des cagoules. Enfin, plus la C'est vrai qu'on est encore dans le cliché. Oui, on peut pas mal dans le cliché, là, Est-ce qu'il y a une actualité marquante, enfin une actualité qui vous a marqué dernièrement? Alors moi, je suis beaucoup tout ce qui se passe actuellement sur la Suisse. On a très brièvement parlé de la souveraineté qui inclut la sécurité. Et puis là, depuis 1 ou 2 semaines, on n'est pas dans une période facile au niveau sécurité
En Suisse, il y a de très nombreuses attaques, avec No Name notamment, avec une société, un prestataire IT, qui a aussi été hacké. Et ouais, ça, c'est une actualité importante qu'on suit beaucoup, parce qu'on accompagne aussi nos clients là-dedans. Et la sécurité, on parle beaucoup de l'IA, mais la sécurité, je pense, c'est le chantier numéro un actuellement. Et là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent, malheureusement, en ce moment. Ouais, vous mettez enfin, vous avez des experts, j'imagine, dans toute l'installation de vos solutions. Ça, c'est vraiment la priorité quand vous pensez à un projet ou quand... Alors, on n'est pas des sociétés qui sont spécialisées dans la sécurité informatique, ce n'est pas notre métier. Par contre, il est évident qu'on a dû intégrer dans toutes nos compétences cette composante-là, qui est devenue une composante majeure. C'est-à-dire que maintenant, du moment qu'on installe un équipement réseau, un serveur, un service, une configuration dans le cloud, ce genre de choses, un logiciel, la composante sécurité a pris beaucoup de place. Et là, oui, effectivement, on doit tous faire de la sécurité pour qu'au global, des spécialistes de sécurité puissent venir vérifier que la sécurité est bien en place. Ouais. Par rapport à quelques années, il n'y a plus un projet qui se fait sans qu'il y ait un security officer ou quelqu'un de l'équipe sécurité qui soit impliqué, qui vienne mettre sa validation sur l'architecture avant qu'elle soit mise en place. Ouais, c'est fou ce qui est... On dit souvent, c'est pas si ça m'arrive, mais quand ça m'arrive. Ouais, c'est exactement ça. Mais je pense qu'on a changé cette posture. C'est-à-dire que durant ce premier semestre, il y avait encore beaucoup de clients qui considéraient que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Et qui n'avaient pas conscience ou n'ont pas pris conscience que finalement, il fallait s'en prémunir. Parce que finalement, moi, je n'ai pas à m'en préoccuper, ça ne m'arrivera pas. Alors que maintenant, lorsqu'on parle de ce sujet-là avec les acteurs du marché, ils ont totalement changé de posture. C'est qu'est-ce que je dois faire pour finalement mieux réagir ou garantir une réaction qui soit adéquate lorsque je vais me faire attaquer. Et ça a bougé en quelques mois. Alors, c'est un message qu'on transmettait depuis des années, mais là, la bascule, elle a eu lieu. Là. Ouais, puis, il y avait un petit peu ce sentiment de cacher les attaques. Ouais. Ça commence un peu à changer. Les gens ont compris qu'il valait mieux en parler pour échanger les expériences et puis pouvoir en profiter et améliorer en boucle continue. Mais c'est vrai que c'était longtemps un tabou. Bon, il y a aussi le cadre légal qui évolue pour que les choses se fassent dans ce sens-là aussi, hein, donc quelque part. Mais oui, je pense qu'effectivement, ça devient plus un tabou. Exactement, ça devient, la question, c'est finalement se dire, oui, on est attaqué, mais regardez comment on a réagi. Finalement, la communication, elle est orientée dans ce sens-là, en fait. Ouais, le digital, c'est un risque, enfin, ça fait partie des risques du digital. Ouais. Est-ce que vous auriez à nous conseiller un livre, une chaîne YouTube ou des sources d'informations que vous aimez? Alors moi, j'ai une personne que j'apprécie beaucoup qui est M. Jérôme Baran, de l'Haute École d'Ingénierie à Grenoble, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Le management agile ». Alors on n'est pas dans la technologie, mais je reviens sur ce côté conséquences humaines finalement dans notre évolution de société, qui a une approche, je trouve, tout à fait adéquate finalement sur l'évolution des sociétés ou des organisations de société par rapport aux défis de l'avenir. On mettra toutes ces références dans la description de YouTube. Merci. Moi, il y a deux livres de Beat Buhlmann, qui est professeur à la fois à Zurich et à Lausanne, me semble-t-il. Il y en a un, c'est redevenir en gros le CEO de sa propre vie, et puis un autre qui est sur comment gérer les équipes virtuelles. Et c'est des sujets qui sont intéressants parce qu'on parle beaucoup de la technologie, mais on disait au début, le point important, c'est l'humain. Donc justement, comment ne pas se laisser se noyer par cette technologie et comment réussir quand même à gérer ça. On parle beaucoup, par exemple, de la frontière entre vie privée et vie professionnelle, avec les téléphones où on a les mails en permanence, etc. Puis il a une approche qui est assez intéressante avec des parallèles en ramenant juste des fois à 10 ou 15 ans en arrière, on se rend compte qu'on se pose des fois des faux problèmes. Et puis gérer les équipes virtuelles, c'est aussi intéressant parce qu'on parle avant de recrutement. Et puis c'est vrai que les jeunes générations ont des aspirations totalement différentes en termes d'organisation de travail, en termes de collaboration par rapport à ce qu'on a connu les 10-15 dernières années. Et c'est des sujets qui sont intéressants parce que c'est vraiment des réalités auxquelles on fait face. Est-ce qu'il y a une personne que vous nous conseillez d'inviter à votre place aujourd'hui? Bonne question. Tu penses à quelqu'un? Alors moi, il y a Beat Buhlmann et puis il y a une autre personne avec qui j'aime bien échanger. On l'a fait venir à notre dernier exchange justement.
Ça ne va pas parler technique, mais ça va rester dans le sujet souveraineté. C'est maître Métil, Sylvain Métil, qui est très pertinent, très intéressant sur ces sujets justement des GAFAM versus LPD, GDPR, souveraineté de la donnée. Okay. Et puis il a une façon de le présenter qui est assez intéressante. Captivante, je dirais. Ouais. Ouais. Une recommandation ou... Je n'ai pas comme ça. Il n'y a pas de souci. J'y ai pas réfléchi comme ça, plus que ça. Tu peux me dire après. Ouais. Messieurs, merci infiniment. Merci. De rien, merci pour l'invitation. Très enrichissant et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Pareillement. Merci. De même.